Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Jeudi, on a eu ces annonces, encore une fois, de la BCE qui procède, comment dire, le jargon, à un nouvel assouplissement monétaire. Question simple, est-ce que ce choix, vraiment, il est incontestable quand on voit comment les gouverneurs allemands, néerlandais ont publiquement montré leur désaccord dans la presse? Il y a un paradoxe. Sans contexte. Il y a un paradoxe dans cette décision, c'est que les marchés ont été déçus. Les marchés s'attendaient à quelque chose d'encore plus accommodant. C'est très paradoxal et ça prouve à quel point il faut gérer les anticipations, gérer les messages qui sont donnés avant les décisions. Ça a mal été géré, ces Donc messages. d'un côté, il y a eu clairement, en effet, cette émotion chez certains qui étaient contre et qui l'ont signalé d'ailleurs publiquement de manière très très véhémente. Ouais. Et puis il y a les marchés qui eux-mêmes s'attendaient à encore plus. Bon, au total, ce n'est pas la première fois qu'il y a l'expression de désaccord public après une décision de la Banque Centrale Européenne. Donc non-événement, c'est un non-événement pour vous? Non, ce n'est pas un non-événement. C'est quelque chose d'important et que j'ai vécu moi-même, parce que la première, si vous voulez, dans ce domaine, était de mon temps. Lorsque pour la première fois on a racheté de la dette grecque, irlandaise, portugaise, certains collègues s'y étaient opposés très véhémentement, ils l'ont exprimé publiquement et certains d'entre eux ont même démissionné. Donc j'ai eu à gérer la démission de certains de mes collègues qui étaient en désaccord très profond avec ce que nous faisons. Aujourd'hui, plus personne ne met en cause l'opportunité d'avoir décidé le SMP. Ça prouve à quel point les choses évoluent naturellement. Nous étions dans des circonstances complètement différentes. La séquence était la déstabilisation systémique de la zone euro. Mais là, pour l'instant, j'ai dû prendre des décisions très difficiles. J'ai eu des oppositions véhémentes publiques. Oui, mais il y avait une crise grave aujourd'hui, pardon. C'est un peu business as usual. Il n'y a rien de dramatique dans la conjoncture européenne. Non, ni dans la conjoncture européenne, ni de mondiale. Ce point de vue, ni japonaise, ni américaine. Donc on est en présence, si vous voulez, d'une anomalie d'une autre nature qui n'existait pas de mon temps, si je puis dire, puisque lorsque je suis parti, l'inflation moyenne sur toute la période de création de l'euro, et dans la période où j'ai été moi-même président, était à peu près de 2%. Bingo. Donc on était en ligne, disons, avec notre définition de la stabilité. Aujourd'hui, on a 1% d'inflation. Aujourd'hui, on a 1% d'inflation. On va voir, mais l'inflation, oui, le noyau central semble être autour de 1%. Ça justifie donc d'en faire plus parce que le mandat de la BCE, c'est 2%, et donc d'ouvrir les vannes, d'inonder de liquidités, de refaire du QE. Ça justifie parce qu'on n'a que 1% d'inflation. Encore une fois, c'est un problème qui n'est pas simplement celui de la Banque Centrale Européenne, qui est celui de toutes les banques centrales des grands pays avancés. Donc il est naturel, étant dans la zone euro, qu'on insiste évidemment sur ce que fait la Banque Centrale Européenne, mais la Suisse a le même problème, les autres pays européens qui ne sont pas dans la zone euro ont le même problème, le Japon a le même problème, et aux États-Unis, vous observez vous-même à quel point la politique monétaire américaine demeure extraordinairement accommodante, et la justification est, nous n'arrivons pas à ancrer convenablement les anticipations d'inflation. Eh bien, il faut changer cet objectif d'inflation, disent certains. Alors, notamment Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, qui dit maintenant il y a du vieillissement. Généralement, je suis en plein accord avec Jacques Delarosière, en plein accord en particulier sur ses remarques sur les finances publiques en général, mais je dois dire que sur ce plan-là, je ne suis pas en accord avec lui. J'ai eu moi-même à lutter contre l'idée qui était considérée comme géniale par certains, y compris le FMI, de monter les ancrages d'anticipation d'inflation à 4%, ce qui eût été absolument catastrophique, mais qui montre encore une fois qu'on a le droit de réfléchir, on a le droit de discuter et on a le droit de faire des propositions. Je ne crois pas que ce soit opportun du tout de passer à 1% ou de passer à 0 ou de faire quelque manipulation que ce soit. Ou la croissance en volume. Notre ancrage des anticipations d'inflation à 2% à moyen terme est probablement la meilleure des solutions ou la moins mauvaise des solutions. Et il ne faut pas changer parce que la conjoncture vous incite à monter à 4 ou à descendre à 0 ou à 1. Donc, moi, je suis très ferme là-dessus. D'ailleurs, c'est lorsque nous avons eu la crise que l'ensemble des grandes banques centrales des pays avancés ont décidé de converger vers la définition à 2%. Auparavant, avant la crise, les Japonais n'avaient pas de définition de la stabilité des prix. Les Américains n'avaient pas de définition de la stabilité des prix. Il y avait, disons, parmi les grandes banques centrales qui émettent les devises qui sont dans les droits de tirage spéciaux, il n'y avait que les Anglais et nous. Maintenant, les quatre
ont la même définition de la stabilité des prix. Je recommande à mes collègues, au Conseil des gouverneurs, aux Open Market Committee, de ne pas changer la définition de la stabilité des prix, même si en ce moment c'est assez difficile, c'est évident. Mais ce n'est pas le problème des seules banques centrales. Bien sûr. Certains disent qu'il y a une espèce de fuite en avant des banques centrales en général, de la BCE en particulier, parce qu'en zone euro, malgré ce traitement monétaire, malgré des taux négatifs depuis 2014, malgré 2600 milliards d'euros d'actifs rachetés par la BCE, la croissance et l'inflation aujourd'hui, c'est 1%. Donc il faut continuer cette perfusion monétaire alors que... Ne confondons pas croissance et inflation. Hein. La croissance sur la période que vous avez dite en ce moment, glissement annuel, je vous parle de glissement annuel aujourd'hui. Il faut raisonner à moyen terme. A été assez substantielle. La création d'emplois a été monumentale sur cette période de moyen terme, peut-être 11 millions de créations d'emplois dans la zone euro. Donc dire que tout va mal, si vous voulez, ne serait pas exact. De même en France, d'ailleurs, où nous avons effectivement encore des créations d'emplois. Donc je crois que le problème principal que nous avons, c'est que les banques centrales sont seules face à des problèmes profonds qui se posent dans tous les pays avancés. Mais il l'a dit, Mario Draghi, il a lancé un appel du pied, on va dire, à ceux qui ont des marges de manœuvre pour qu'il y ait une politique budgétaire plus accommodante. Exactement. C'est qui? Ce sont les Allemands et les Néerlandais, à part qui ne veulent pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Les économistes ont tendance à dire qu'il y a la politique monétaire d'un côté, la politique budgétaire de l'autre, et c'est le policy mix, si je puis dire, le mélange des deux qui compte. En ce moment, il n'y a pratiquement pas d'effort budgétaire et ça fait reposer tout le poids sur les banques centrales. Exactement. C'est vrai. Et c'est vrai en Europe en particulier, parce qu'il y a des pays qui ont des marges de manœuvre et qui devraient les utiliser. Allemagne, Pays-Bas. Allemagne, Pays-Bas essentiellement. Mais ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils vont encore voter un budget en excédent. On va voir. Non, en Allemagne, il y a un vrai débat. Il y a débat. Il y a un vrai débat et c'est un vrai moment important. Aux Pays-Bas, il y a aussi un débat et à ma connaissance, ils ont décidé en effet d'être plus actifs, disons, sur ce plan-là. Mais il n'y a pas que la politique budgétaire. Il y a aussi la politique structurelle, réforme structurelle. Tous les pays ont des handicaps structurels, sans aucune exception. Je parle de tous les pays avancés et bien entendu des Européens. Et là, alors, on pourrait avoir une croissance beaucoup plus importante. La croissance potentielle pourrait être plus importante. Et puis, il y a un problème majeur sur lequel j'insiste, parce que plus j'y réfléchis, plus il me semble que c'est un de nos problèmes les plus importants. Il y a les partenaires sociaux, il y a les entreprises, il y a leurs employés, leurs ouvriers, leurs cadres. Et là, alors, dans tous les pays avancés, même ceux qui sont au plein emploi, on observe une croissance insuffisante des salaires nominaux et des salaires réels, mais surtout des salaires nominaux, ce qui fait que les coûts unitaires de production eux-mêmes sont presque plats. Et comment voulez-vous avoir une inflation substantielle Donc Jean-Claude Trichet demande des augmentations de salaire? Je dis que dans les pays, dans les économies qui le peuvent, et elles sont très faciles à identifier là où il y a le plein emploi. Là où il y a le plein emploi, nous devrions avoir... Pas en France. Non, pas en France ni en Italie pour le moment. Ni en Espagne. Le contrôle des coûts, en Espagne, ça se discute parce qu'ils sont en montée en puissance extraordinairement rapide. Mais en ce qui concerne la France et l'Italie, c'est clair, on est dans une situation différente. Mais au total, les pays à plein emploi, le Japon, les États-Unis, et en effet, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, on devrait normalement avoir des hausses de salaire plus importantes. Et c'est d'autant plus important dans la zone euro que l'inflation nationale des pays les plus compétitifs qui sont au plein emploi est en même temps le plafond des autres inflations nationales. Car les autres pays ne doivent pas perdre de la compétitivité par rapport à ceux qui ont la compétitivité la meilleure. Donc la pauvre banque centrale se retrouve en présence d'une situation dans laquelle on a un plafond qui est défini par les pays les plus compétitifs, il est en dessous de 2%. Et tous les autres doivent être, je raisonne à moyen terme naturellement, aussi en dessous de 2%. Donc ça rend la tâche de la Banque centrale extraordinairement difficile. C'est pour ça que le message des banques centrales, parce que c'est la même chose au Japon et dans une certaine mesure la même chose aux États-Unis, devrait être très clairement, nous ne sommes pas les seuls à agir, vous devez agir. D'autant qu'elles ont déjà fait énormément. On n'a pas atteint les limites des actions des banques centrales. Écoutez, clairement, en effet, elles ont fait énormément. Et il est clair que pour elles, ce qui est important, c'est de montrer qu'elles n'abandonnent pas leurs objectifs. Et je crois qu'elles ont raison de démontrer qu'elles n'abandonnent pas leurs objectifs. Mais s'il y a un reproche à faire, c'est de ne pas être assez véhément, assez clair
dans les messages adressés aux autres partenaires. Car il est absurde que la quasi-totalité de l'effort doive être fait par les banques centrales, ce qui évidemment est très important si les autres ne font rien, mais demeure empli d'effets paradoxaux négatifs, évidemment. D'effets secondaires, on le voit bien, sur les marges des banques, sur les risques d'un surcroît d'endettement, de bulles sur l'immobilier. Bien entendu. Tout ça, c'est dans la tête des banquiers centraux, de Mario Draghi. Bien sûr. On cherche à soutenir la consommation, l'investissement, mais qu'il y a des effets secondaires. On risque de payer un jour. Un conseil des gouverneurs, c'est un collège dans lequel tout le monde réfléchit. On l'a vu d'ailleurs, puisque certaines de ces réflexions ont été rendues publiques. On réfléchit, on essaye de voir quelle est la moins mauvaise des solutions. Dans des périodes difficiles, on est encore en période difficile, bien entendu, la moins mauvaise des solutions n'est jamais satisfaisante et elle a toujours des effets pervers. Donc il faut néanmoins prendre ses responsabilités. Les banques centrales prennent leurs responsabilités et les autres partenaires ne les prennent pas à mes yeux. Les politiques. À mes yeux. Et encore dans certains pays. Le secteur public, le secteur privé, les partenaires sociaux, si vous voulez... Là, on parle du marché du travail, on parle de l'organisation du marché du travail en Allemagne, finalement aux Pays-Bas, en Autriche. Oui, pas seulement. Pour redonner du pouvoir finalement aux salariés pour avoir plus de hausse de salaire, c'est ça? C'est au total, si vous voulez, un changement culturel. Je crois qu'il, notamment dans les pays européens concernés, il vaut mieux comprendre et il faut mieux expliquer pourquoi il serait ultra légitime, dans l'intérêt des pays eux-mêmes, dans l'intérêt de l'ensemble des concitoyens de ces pays et dans l'intérêt de la zone euro dans son ensemble, qu'on ait un déverrouillage de l'inflation vers le haut dans les pays en question. Je lisais l'éditorial du Monde qui disait la BCE est dans une triple impasse. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impasse, encore une fois, dans laquelle s'est engouffrée la BCE, qui donne le sentiment, qu'elle a fait, encore une fois, qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire et qu'elle est condamnée à ne jamais décevoir les marchés, qui attendent toujours plus? On a vu leur réaction, alors que le paquet était quand même assez substantiel et significatif. Et courir derrière une inflation qui ne revient pas, qui structurellement peut-être ne reviendra pas à 2%, malgré les tombereaux de liquidités. Je l'ai déjà dit dans la réponse à la première de vos questions, les marchés ne doivent pas non plus être surexcités. Il y a eu une anomalie dans la préparation de cette décision, dans la communication. Un certain nombre de gouverneurs ont parlé de manière, à mon avis, irresponsable, alors qu'ils n'étaient pas eux-mêmes responsables, ils n'étaient pas le porte-parole, le président. De mon temps, je dois dire, j'essayais de discipliner au maximum, et sauf lorsqu'on a été dans la crise, vraiment, je crois que les choses étaient à peu près ordonnées, mais là, on a eu en particulier quelques voix qui disaient il faut y aller très fort, il faut faire des tas de choses, etc. Or, les marchés n'attendent que ça, évidemment. C'est une musique agréable à leurs oreilles. Il ne faut pas qu'il y ait de telles brouhahas, de telles cacophonies dans les expressions publiques préalables. Bon, encore une fois, si la BCE fait tout ça, c'est pour relancer la croissance, l'inflation, c'est pour que les entreprises investissent plus, que les ménages s'endettent, etc. Et certains disent, voilà, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que, voilà, est-ce qu'on est vraiment sûr que, parce que les taux seront encore un peu plus bas, alors tout le monde a compris que les taux allaient rester bas pendant un moment, il y aurait tout d'un coup un surcroît d'investissement, un surcroît d'endettement de la part des ménages? Bon, c'est élémentaire que de dire si l'environnement monétaire et financier est aussi accommodant que possible. Les pays qui ont malheureusement un chômage qui demeure élevé et qui ont encore un chômage de masse devraient normalement pouvoir accélérer, bien entendu, car cet environnement serait favorable. Alors le paradoxe, je vous l'ai déjà dit, dans notre situation, où le problème principal est d'arriver en effet à réancrer les anticipations d'inflation, les pays qui sont déjà au plein emploi, eux, ont déjà, disons, les meilleurs environnements monétaires et financiers possibles. Et donc, en effet, on voit mal, si les autres partenaires ne prennent pas le relais, comment mécaniquement on pourrait avoir plus, encore une fois, d'inflation nationale, de coûts unitaires de production croissant vite en Allemagne, pour simplifier, ou aux Pays-Bas. Et donc, en effet, on a un problème d'autres partenaires. Je crois que la Banque centrale, encore une fois, a été clair. Le message principal de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, c'est nous ne sommes pas seuls et nous nous attendons à ce que vous vous mobilisiez massivement. Le message a-t-il été reçu 5 sur 5 Peut-être pourrait-il être encore plus clair, encore plus appuyé par des raisonnements économiques, encore plus, comment dirais-je, prenant appui sur l'opinion publique elle-même, car c'est l'opinion qui va, en dernière analyse, dans les démocraties,
prendre Je synthétise un au petit peu, total mais en les gros, bonnes orientations. je résume un petit peu, pardon, mais en gros, si les pays qui sont en excédent budgétaire se servaient de cet argent pour faire un peu déficit intelligent en infrastructure, en éducation, si les marchés du travail, encore une fois, là où il y a le plein emploi, redonnaient des hausses de salaire aux salariés, dans certains pays, on comprend que c'est l'Europe du Nord qui est concernée, on aurait 2% d'inflation en zone euro et CQFD, c'est réglé. Je résume un peu votre pensée là. On irait évidemment dans le bon sens. Le simple fait de déverrouiller le plafond de l'inflation nationale en Europe serait une chose absolument excellente, bien entendu. Par ailleurs, vous avez aussi un problème d'anticipation. L'ensemble des agents économiques, s'ils voient que ça commence à bouger dans le sens, si vous voulez, d'un peu plus d'inflation dans la zone euro dans son ensemble et dans certains pays qui ont des positions clés, à ce moment-là, vous avez des anticipations différentes qui se réancrent. Jusqu'à une période très récente, les anticipations à moyen terme n'étaient pas loin des 2%, si vous voulez. Il s'est passé quelque chose dans la période la plus récente qui a inquiété. Alors, légitimement ou non, ça peut se discuter. On a vu en effet que ça se discutait, mais qui a inquiété clairement le Conseil des gouverneurs, en tout cas sa majorité. Et qui est divisé aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs. On peut dire que le Conseil des gouverneurs est divisé de la BCE aujourd'hui. On peut dire. Quand on voit les sorties, encore une fois, de Encore Jens une fois, je Weidmann. vous ai déjà dit que de mon temps. Ça fut pire, il y a eu la démission. La division était spectaculaire Ouais. et la démission était aussi, faisait partie, disons, des messages. Donc c'était vraiment dramatique. Tous les conseils qui prennent les décisions, l'Open Market Committee, le Conseil de politique monétaire au Japon, le Conseil des gouverneurs dans la Banque centrale européenne, évidemment, ce sont des collèges. Il y a des visions différentes. Et la décision ultime, elle est prise après confrontation. À la majorité. Et heureusement. À la majorité qualifiée. Non, à la majorité simple. Majorité simple. Dans le cas de la Banque centrale européenne et à ma connaissance dans le cas des autres grandes banques centrales des grands pays avancés, c'est à la majorité simple que les décisions se prennent. Au total, généralement, à une majorité qui va bien au-delà de la majorité simple. Ce qui semble avoir été le cas aussi pour la dernière décision. Mais clairement, si vous voulez, vous avez trois hypothèses. Hein. Ou bien vous avez unanimité, très bien, ou bien vous avez un vrai débat, mais ceux qui sont minoritaires disent « bon, bah, d'accord, on est minoritaire, on rejoint le consensus que l'on voit émerger », et puis les cas dans lesquels on fait voter. Clairement, un certain nombre de nos anciens, de nos collègues, si vous voulez, au sein du Conseil des gouverneurs, ont considéré qu'on aurait dû leur laisser la possibilité de voter. C'est comme ça que j'interprète ce qu'ils ont dit publiquement. Ça peut se comprendre. C'est comme ça que j'interprète ce qu'ils ont dit publiquement. En tout cas, clairement, on a en effet un vrai débat au Japon, aux États-Unis et en Europe. Et c'est bien. Ouais. Un mot quand même sur la réouverture de ce QE, 20 milliards d'euros de réactivés à partir du mois de novembre, et ce aussi longtemps que nécessaire. Et là, moi j'ai compris, parce que ce n'est pas anodin quand même, ça serait en gros un QE sur une période indéfinie, puisque la BCE continuera d'acheter des actifs tant que l'inflation n'aura pas convergé vers 2%, donc ça peut durer des années, Jean-Claude Trichet. Est-ce que si l'inflation ne revient pas, elle ne s'est pas liée les mains, la BCE? Je crois qu'on peut interpréter ça de manière très différente. Hein. Moi-même, quand j'ai lancé le SMP, et au total, on a acheté pour quelque chose comme 220 milliards d'euros sur les marchés secondaires du Trésor de 5 pays, il n'y avait pas de montant et il n'y avait pas de limite. Et je n'ai jamais dit, d'ailleurs, moi-même, le SMP est interrompu, il n'y a plus de SMP. Donc, le fait de n'avoir pas donné de limite ou de montant, je ne l'interprète pas du tout comme ça. Je l'interprète plutôt comme disant, bon, on conserve, on a les mains libres, on va voir ce qu'il faut faire. Si c'est opportun ou pas, on verra le moment venu. Mais ça peut durer des années potentiellement. Ça peut durer longtemps, ça peut durer moins longtemps. J'espère ardemment que les autres partenaires se mobilisent. Prendront leurs responsabilités. On verra les choses n'être pas indéfinies. Parce que si c'était éternel, alors ça voudrait dire qu'on est dans une situation totalement dramatique. Et évidemment, ce n'est pas ce que qui que ce soit peut souhaiter. Dernière question, Jean-Claude Trichet, et là je parle évidemment à l'ancien président de la Banque centrale européenne, mais aussi à l'économiste que vous êtes. On est à l'ère des taux négatifs, peut-être que c'est parti pour durer. On rémunère ceux qui s'endettent et on paye quand on prête de l'argent. Et là on se dit, tout ceci est ubuesque. Parce que c'est quand même le contraire de tout ce qu'on nous a appris. C'est
totalement aberrant sur le plan, en effet, des observations nominales. Je me permets de vous rappeler quand même qu'on a vécu des dizaines d'années après la Deuxième Guerre mondiale avec des taux d'intérêt négatifs. Donc, réel. 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 Ah, il manque le mot réel. Hein. Ben oui, réel. Réel négatif. Ça veut dire, on avait 15% de taux d'intérêt, mais comme il y avait 17% d'inflation, exactement. En réel, c'était comme si on vous donnait de l'argent. Vous faites le parallèle entre les deux? Non. Avec l'illusion nominale, qu'aujourd'hui ça rapporte moins, alors qu'en fait en net c'est pareil. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue l'économie réelle et le fonctionnement de l'économie réelle. Et apparemment, si vous voulez, si nous sommes dans cette situation très anormale, encore une fois, c'est parce qu'il y a un certain nombre de raisons pour cela, y compris, à mon avis, la raison principale qui est que la courbe de Phillips ne fonctionne plus comme elle fonctionnait auparavant. Et là, il y a des tas de raisons. Taux de chômage, d'inflation. On aurait pu passer toute l'interview, si je puis dire, sur les raisons pour lesquelles, quand on est au plein emploi, on n'a néanmoins pas d'augmentation de salaire. Parce que normalement, on devrait avoir des augmentations de salaire. Alors, il y a la globalisation, il y a la compétition acharnée que nous font les pays émergents, il y a la technologie, la digitalisation et l'angoisse générale qu'il peut y avoir chez tous nos concitoyens dans les pays avancés qui se disent « je préfère préserver mon job plutôt que d'avoir une augmentation supplémentaire. » Moindre syndication aussi des salariés. Le bargaining power, comme on dit chez nos amis anglo-saxons. La capacité à négocier des salaires. Du travail a diminué. Et c'est un problème. C'est peut-être le problème économique majeur des banques centrales aujourd'hui, parce qu'effectivement, en diminuant ce bargaining power fait que les coûts unitaires de production sont plats et donc que l'inflation est plate. Et puis, par ailleurs, c'est un problème politique majeur, car le fait qu'une grande partie des concitoyens américains, anglais, européens sont dans cette situation-là fait qu'il y a une frustration, notamment pour les épargnants, très importante. Et ce qu'on appelle le populisme a une dimension qui vient manifestement de cette observation que je viens de faire. On finit là-dessus pour les épargnants qui s'estiment tondus parce que leur argent ne rapporte plus rien. On a vu la couverture du Bild Furax après la décision de Mario Draghi. Voilà, on leur répond quoi? Cette couverture est inadmissible. Oui, sur le fond. Absolument inadmissible. Sur la fin, évidemment. Et sur le fond. Ben, la réponse, si vous voulez, que feront tous les banquiers centraux, c'est regarder ce qui se serait passé si nous n'avions pas pris ces décisions. Nous serions dans une situation beaucoup plus grave pour tous nos concitoyens, sans exception. Voilà, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un grand plaisir de recevoir et de papoter avec Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne. Merci. À bientôt. Merci.